vas-y. Je t'en prie. Notre thématique, c'est la réintroduction de l'ours. D'accord. En France, c'est un gros problème parce que, évidemment, il y a des problèmes avec les bergers, que les ours, apparemment, attaqueraient les troupeaux. Et nous, ce qu'on voudrait montrer, c'est qu'en Slovénie, il y a 30 fois plus, c'est 30 fois plus petit et il y a 700 ours qui cohabitent avec la population. Et ça fonctionne. Évidemment, il y a quelques petites attaques au niveau des bergers, mais voilà, ils s'en sont pas au point de vouloir exterminer l'espèce, alors qu'en France, on veut même plus en réintroduire. Donc, Voilà, c'est ça, le sujet, c'est pourquoi en France, il y a une vingtaine d'ours, en comptant les ours espagnols et donc les ours français, donc dans les Pyrénées. Ouais, Pyrénées. Une vingtaine d'ours et la réintroduction n'est pas possible. La politique de réintroduction n'existe pas, alors qu'en Slovénie, un pays beaucoup plus petit, il y a 700 ours et ça reste totalement. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, faire le parallèle entre un pays chez qui ça fonctionne. D'accord. Donc votre fil conducteur, c'est vraiment un petit peu d'inviter les spectateurs, puis aussi les gens qui accompagnent votre projet, à s'interroger sur pourquoi, par exemple en France, on a une problématique, on va dire presque négative face aux ours, alors que dans un pays comme la Slovénie, où, comme vous le présentiez tout à l'heure, on est sur un tout petit territoire, ce que vous mettez à la fin de votre teaser. Donc vous, est-ce que vous avez déjà eu des petits éléments de réponse par rapport à ça, à votre problématique? Oui, bien sûr. Pendant le repérage qu'on a fait donc l'été dernier, on a rencontré des chasseurs, on a rencontré donc des chasseurs-éleveurs en fait. Ils nous ont dit, moi je me rappelle d'une citation, on voulait justement, il y avait un mirador dans l'endroit où cet éleveur gardait ses bêtes, et on lui a proposé, on lui a demandé si on pouvait utiliser ce mirador pour voir les ours, parce qu'on était dans la région où l'ours était très présent. Il nous a regardé un peu interloqué, il nous a dit non, mais les ours, ils ont peur de s'approcher de mon troupeau. Voilà, donc c'était un petit peu, c'est un peu la phrase qui résume tout. voilà. D'accord, donc d'un côté, il y a cette observation des éleveurs qui disent que les ours ont peur et s'approchent pas, et en même temps, il y a un petit peu une légende rurale qui dit que les ours attaquent les troupeaux. Donc vous, en étant allé sur le terrain, qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme témoignages ou fait comme recherche qui, qui illustre un peu ces deux points de vue-là, quoi? Nous, en Slovénie, on a pu voir que déjà les gens, ils font pas. Pour eux, l'ours, c'est pas une bête sauvage. Ils disent pas à leurs enfants, l'ours va te manger. Ils savent qu'il faut faire attention. Ils vivent avec. Quand ils se promènent dans la forêt, ils font un peu de bruit pour les éloigner. Mais un ours, dès qu'il entend le moins de bruit, il s'enfuit. Et comme justement en août, quand on est parti filmer, on attendait l'ours pendant des jours et des jours. Tout d'un coup, il est apparu devant nous et il y a eu un petit bruit fait par un renard et il est parti en courant. Donc, Oui, donc c'est un animal assez craintif. C'est craintif, oui. Ça n'a rien à voir avec le grizzly qu'on peut retrouver Aux aux États-Unis, États-Unis, en Amérique. Là, il faut s'en méfier, mais l'ours brun, c'est pas une bête, c'est une bête sauvage, bien sûr. Ça peut être dangereux, mais Disons qu'il y a eu une éducation à la présence de la bête, puisque l'ours est présent justement en Slovénie depuis toujours. Eh bien, il y a pas ce problème, cette crainte. Les gens ont appris à vivre avec, tout simplement. Alors qu'en France, petit à petit, les chasseurs, l'ours disparaît de plus en plus. Donc, les éleveurs prennent cette place, en fait, cette zone écologique. Et du coup, petit à petit, c'est un effet de masse, d'élevage de masse, qui fait qu'on a perdu cet apprentissage, vivre avec sauvage. L'ours. Et puis les bergers sont de moins en moins bien formés ils ont plus cette culture de berger qu'il y avait avant. Et du coup, cette protection du troupeau, maintenant, elle est très succincte par rapport à ce qu'il y avait avant. Le berger, il accompagne un peu les troupeaux, mais après, il le laisse, il s'en va et il laisse paître, en fait. Il n'y a plus vraiment... Il y a plus cette transhumance où le berger partait pendant des semaines, voire des mois avec son troupeau à travers la montagne. Aujourd'hui, en fait, toute l'agriculture de montagne s'est sédentarisée, en fait. C'est ça. Bon, il y en a encore quelques-uns qui le font, on va pas, faut pas généraliser, bien sûr, mais c'est vrai que maintenant, il faut toujours produire plus. Donc, évidemment, ça pose des problèmes par rapport à l'environnement et on n'accepte plus la nature sauvage qui est autour. Donc, en fait, il y a un peu une mise en compétition du territoire, par exemple dans les Pyrénées, puisque c'est là où il y a encore la présence de l'ours et de l'élevage qui s'intensifie, visiblement.
Donc, cette double présence-là, aujourd'hui, elle est mise en compétition en France, alors que selon vous, ce que vous avez pu déjà connaître de la Slovénie, il n'y a pas cette mise en compétition de territoire dans les territoires slovènes, c'est ça? Bien qu'en Slovénie, il y a énormément d'élevage également. Ouais, ouais. Mais il y a quelque chose qui est mis en place, je pense, plus qu'en France, c'est l'État qui aide à avoir des protections, donc au niveau des chiens de berger, des patous, des protections, des barrières électriques. Donc il y a tout ça qui est un peu plus mis en place en Slovénie, qui commence à l'être en France, grâce à certaines associations comme Ferus, tout ça, qui ont toute une optique d'apprendre justement à protéger son troupeau plutôt que de refuser la réintroduction de l'ours. Oui, en fait, pour vous, il y a ces deux dimensions-là. En fait, finalement, il va à la fois faire un travail de pédagogie, d'apprentissage, de formation, même presque professionnel, et en même temps, quand même, c'est pas suffisant. Il faut un accompagnement des bergers et des éleveurs en général pour pouvoir s'équiper matériellement, c'est-à-dire soit avec un chien de troupeau, un chien de berger, qui en fait aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on fait en élevage en France, n'est quasiment plus présent. C'est ça. Des clôtures électriques et puis d'autres moyens. Donc ça, il faut quand même un investissement politique ou économique. Et ça, selon vous, c'est un obstacle en France aujourd'hui? C'est un gros obstacle. Même en ce moment-là, l'idée, c'est plus d'arrêter la réintroduction des espèces ou d'essayer de chasser. Par exemple, là, on chasse le loup. C'est plus facile que d'essayer de mettre en place des systèmes pour vivre avec. En ce moment, c'est ça, en fait, j'ai l'impression. C'est pas la bonne idée. Votre projet sur l'ours, c'est de montrer aussi les possibilités, les alternatives positives qu'il y a pour la cohabitation entre l'homme et l'ours. C'est ça. Nous, on aimerait, enfin, c'est sûr, on va interviewer un éleveur français qui, lui, vit dans une zone d'ours et pour qui ça fonctionne. Il a décidé d'avoir son élevage là. Il a un chien il a plusieurs chiens d'ailleurs. Il a des clôtures. Et évidemment, des fois, quand un ours part, il y a des problèmes, mais c'est pas pour ça qu'il n'en veut plus. Voilà, il accepte la cohabitation. Donc cette éducation-là, elle est à faire dans le point de vue de l'élevage. C'est ça. Se dire, bah oui, dans l'élevage, il y a aussi une part qui revient à ce facteur risque, peut-être 5%, 2%, on ne sait pas en fait. Il faut tout mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on s'est dit cette thématique dans notre documentaire, ça peut aider peut-être les gens à avoir une autre vision des choses, à essayer de réfléchir un peu plus, sans complètement stigmatiser, parce que évidemment c'est difficile pour les éleveurs de devoir tout financer eux-mêmes, de devoir se débrouiller eux-mêmes. On le comprend, hein. Mais c'est montrer une solution. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas là en train de critiquer non plus le fonctionnement français, mais on veut montrer que dans un pays plus petit, ça fonctionne. On peut aussi vous accorder ce point-là positif, c'est qu'on ne pourra pas vous contredire, oui, mais c'est plus grand. Alors là, non, vous partez déjà sur un modèle qui fonctionne et qui est encore plus contraignant que ce qui existe en France. Donc, ça paraît déjà très positif dès le départ. Et puis en plus, niveau environnement, enfin, la biodiversité de la Slovénie ressemble beaucoup à celle des Pyrénées, donc après, on peut pas non plus dire qu'il y a une différence au niveau du milieu de vie. Ça ressemble beaucoup à la France. C'est un pays tempéré, pareil. C'est juste qu'il est plus petit. Voilà. Oui, il y a ceux qui sont contre la réintroduction de l'ours. Ils utilisent le fait de dire que la biodiversité, c'est pas remettre en cause la biodiversité des Pyrénées d'empêcher la réintroduction de l'ours, puisque l'ours de souche pyrénéenne n'existe plus. Et ça, c'est une bêtise, parce que l'ours de souche pyrénéenne, c'est pas réellement, c'est un ours, quoi. C'est un ours, c'est la même souche que la Slovénie. Donc c'est un peu une excuse pour dire que c'est pas agir contre la biodiversité de refuser la réintroduction de l'ours. C'est pas parce qu'il y a 1000 kilomètres qui séparent les deux pays que ça va être une espèce différente. C'est exactement la même chose. Oui, parce que là, il y a déjà des ours qui viennent de différentes zones géographiques qui ont été réintroduits dans les 25 courses, on va dire, en France. Enfin, dans les Pyrénées, France et Espagne, ils sont pas, en effet, aujourd'hui, ils sont plus des Pyrénées eux-mêmes. Hein. Voilà, ouais, c'est des ours slovènes, mais ça reste des ours qui sont. Des ours bruns. C'est la même chose.
Ils sont pareils, hein, donc il n'y a pas. Donc c'est une mauvaise excuse de prendre ça, de dire que non, ça va pas changer les règles de la biodiversité. C'est trop facile. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme statut en France, l'ours brun? Ben, c'est une espèce protégée. Mhm. Voilà, et donc... Mais d'ailleurs, la France, elle a été mise en demeure, si je me trompe pas, sur la protection de l'ours. Parce qu'on avait promis enfin, on avait fait c'était pas une promesse, mais si on devait justement faire que la population d'ours augmente d'ici ces 10 dernières années ou même plus, et ça n'a pas du tout été le cas. Et donc la France est mise en demeure là-dessus. Donc c'est que quand même les autres pays européens sont quand même d'accord avec ça, quoi. Il faut un peu se remettre en question et essayer de comprendre le fond du problème et pas juste passer survoler, quoi. Là, je pense que en France, on survole beaucoup de problèmes, on essaye de régler les petites choses qui vont pas et pas le fond des choses. Je pense que c'est ça. D'accord avec moi? C'est vrai qu'après, ça touche tout de suite du politique. Assez vite, hein, parce que même ce qu'on voyait avec justement, là on est en plein dans l'actualité avec le projet de biodiversité qui est enchaîné aussi par Ségolène Royal. C'est un projet qui date déjà d'un petit moment. Et là, comme vous rappeliez, il y a la mise en demeure par l'Europe de la France sur la biodiversité et notamment sur la réintroduction des ours. Donc ils vont devoir répondre à cette question. Et finalement, votre reportage va tomber à pic pour amorcer aussi un débat public qui peut être assez intéressant. Ouais, avec un peu de chance, ils pourront peut-être même l'utiliser pour leur réunion. Je vous le souhaite. Du coup, est-ce que vous avez envie que ce débat se poursuive aussi au-delà de votre reportage, dans les diffusions que vous allez faire? Quel public vous voulez toucher avec votre reportage? Voilà, on aimerait vraiment toucher tout public. On veut pas toucher que certaines communautés, par exemple que les agriculteurs, parce que ils comptent évidemment, mais il faut que que tout le monde puisse comprendre le problème. Et si tout le monde l'a compris et essaye d'y mettre sa patte, ça peut faire bouger les choses. Mais il faut vraiment que tout le monde ait compris la chose. C'est pour ça que oui, si on avait un diffuseur. Il faut juste que le plus large public comprenne que il faut accepter de vivre avec son environnement, tout simplement, et arrêter de rejeter. On ne peut pas le changer pour une histoire de consommation ou pour une histoire économique. D'accord. Oui, pardon. Non, je disais la plupart des gens, voilà, ils s'en tiennent à ce qu'ils entendent à la télé, les ours mangent les troupeaux, et du coup ils se font une idée préconçue, alors que c'est faux. Les ours mangent pas les troupeaux. Un ours, éventuellement, il va peut-être manger un mouton, d'accord, peut-être s'il a vraiment faim. C'est pas un carnivore exclusif. L'ours, il mange beaucoup d'autres choses. Il mange surtout des racines, il mange des insectes, des fruits. Voilà, en France, on a vraiment cette image de l'ours carnassier, alors que c'est pas le cas. Oui, d'après ce que j'avais recherché un petit peu, l'alimentation de l'ours, elle est à 75% du végétal. Enfin, il tire 75% de ses calories du végétal. Donc, c'est quand même très loin de la représentation qu'on en a. Il mange des baies, des racines, des champignons, des petits mammifères, des poissons. Dans la partie de viande qu'il mange, ça reste des petits mammifères. Oui, des rongeurs. Il y avait même un fait que j'ai découvert finalement en faisant mes recherches sur les ours, c'est qu'en été, les ours arrivent à manger jusqu'à 40 000 papillons de nuit par jour.
Donc on imagine mal la grosse, énorme bête de plusieurs tonnes, hyper musclée. Enfin voilà, c'est notre représentation encore du prédateur carnassier en France. Finalement, manger les papillons de nuit. Et ça, je pense que vous dites ça à un éleveur, il vous rit au nez, quoi. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Même moi, en lisant ça, j'ai relu à 2 fois pour être sûre, 40 000 papillons de nuit. L'ours aujourd'hui en arrive, et ils sont pas nombreux, hein, pour que 25 ours arrivent aujourd'hui à s'attaquer à des troupeaux, ça soulève une autre grande question, c'est dans quel environnement vit l'ours et finalement est-ce qu'on n'a pas déjà trop déforesté et trop détruit son alimentation première pour qu'il en soit à aller attaquer et prendre tant de risques alors qu'il est craintif, vous le disiez tout à l'heure, pour aller s'attaquer à un troupeau. Ça veut dire que c'est pas une très bonne nouvelle. Oui, c'est plus un révélateur, sa disparition est plus un révélateur déjà de l'état de la biodiversité. En général, c'est toujours ça commence par les grands carnivores qui commencent quand ça va mal, c'est les grands carnivores qui commencent à disparaître dans la chaîne alimentaire de toute façon. C'est eux qui en pâtissent les premiers. Mais oui, c'est vrai tout ça. J'allais dire une autre chose, mais j'ai complètement oublié en cours de route. Ah, si. C'était juste qu'il y a quelques années avant, quand il y avait encore des ours, je sais en Slovénie c'est ça. Alors je me dis en France ça m'étonnerait que ce soit très différent. Quand une bête était malade ou qu'il y avait des bêtes qui avaient été attaquées par des loups parce que quand un loup chasse dans un troupeau, il chasse beaucoup. Les éleveurs ils faisaient des charniers, c'est-à-dire qu'ils mettaient tous les animaux morts dans un coin, et donc les vautours venaient manger, les ours aussi en profitaient pour manger. Ça, les charniers, maintenant, c'est interdit. En Slovénie, depuis que ça fait partie de l'Europe, ils ont interdit les charniers. Est-ce que ça pose problème, justement, dans leur pratique? Un peu plus. Oui. Du coup, l'ours, ça rapproche plus des villages pour aller chercher dans les poubelles, ou ça rapproche plus de l'élevage aussi, du coup. Voilà. Même ils ont un peu plus de problèmes avec les ours qu'avant, dû à cette interdiction. C'est pas non plus une catastrophe, parce qu'ils continuent à faire des petites aires de nourrissage où ils mettent du blé, des pommes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'interdiction de la viande, oui, ça a posé des problèmes. Parce qu'ils ont quand même besoin un peu de protéines, et c'est plus facile d'aller chercher dans les poubelles que de s'embêter à chasser, quoi. Oui, ça c'est sûr. Visiblement, ils vont toujours plus vers la facilité, en tout cas ce qui est le moins dangereux pour eux, parce qu'ils ont l'air d'être vraiment très très craintifs. Hein, parce que vous dites. Et dès qu'ils entendent du bruit, ils s'enfuient. Quoique, il y en a certains, ils sont assez courageux derrière, parce que j'ai une partie de ma famille qui est slovène, et donc des fois, juste derrière la maison, par la fenêtre, ils voient un ours qui passe. Ah, d'accord. Ils s'approchent. Bon, ils s'enfuient assez vite, mais ils s'approchent. Vous partez en Slovénie dans quelques jours, c'est ça? Bientôt, le 15 avril. Ouais, aux alentours du 15 avril. Donc pourquoi cette date-là en particulier? Parce que c'est la période, le printemps se réveille, donc déjà le paysage commence à devenir de plus en plus coloré, de plus en plus vert. C'est aussi la période où l'ours sort de sa tanière. Il va commencer à y avoir des naissances, donc c'est assez intéressant pour avoir. Des naissances. Il y aura plein de petits. Oui, il y a des naissances. C'est assez intéressant, ouais, pour voir quelques comportements assez sympas. Donc c'est une bonne période, ouais, je pense, pour y aller. Si la température nous permet. Ouais. Donc là, vous partez combien de temps pour cette deuxième sortie en Slovénie? On part 2 mois. D'accord. 2 mois, jusqu'à mi-juin, normalement. Donc là, vous avez un périple dans les montagnes, ou vous allez aussi dans les villages? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? On va aller un petit peu partout. C'est un pays petit, donc on peut circuler et trouver des paysages différents un peu
un peu partout. Donc, je pense qu'on va aller dans la montagne, un petit peu dans la montagne du nord, là, vers le Triglav, pour faire des paysages. Ensuite, on va rencontrer des éleveurs dans différents villages, plus dans le sud de la Slovénie. D'accord. Et je pense que c'est là où on va un peu s'attarder pour faire des images d'ours. Parce qu'ils sont surtout localisés dans le sud, entre le sud de la Slovénie et la Croatie. C'est là où il y a beaucoup, beaucoup de forêts denses. Donc en fait, c'est là où ils aiment bien se cacher. Donc on va essayer de se cacher nous aussi là-dedans, de se fondre dans la masse et faire. Ouais, on va essayer. Disons qu'il nous faut beaucoup de temps déjà pour faire des images animalières parce que c'est difficile. Il faut d'abord rencontrer les personnes qui connaissent un peu les lieux, faire un affût ou se faire prêter un affût en hauteur. Et puis juste de la patience aussi pour avoir des images. C'est ça. Parce que ça reste un animal sauvage, on peut pas savoir réellement ce qui va se passer. Pour faire un documentaire de 52 minutes, il faut quand même pas mal d'images belles, de belles images. Concrètement sur le terrain, comment vous procédez-vous? Parce que donc vous avez fait une formation donc en reportage animalier, c'est ça? C'est ça, oui. À l'IFCAM, D'accord. un master de 2 ans, 2 ans de pratique. Voilà, 2 ans qui expliquent à la fois les techniques de prise de vue animalière, donc comment s'approcher des animaux au plus près, sans déranger, tout en gardant une éthique et un respect de l'animal, bien sûr, et comment aussi filmer de manière comment filmer les animaux, quoi. Donc, comment vous définiriez aujourd'hui votre démarche? Parce que voilà, vous êtes la jeune génération au niveau du reportage animalier. Vous amenez aussi une thématique avec une dimension écologique et une éthique, comme tu disais tout à l'heure. Comment voilà, vous sentez apporter quelque chose de nouveau dans la manière de filmer les animaux aujourd'hui? Ben, je pense que déjà sur le sujet, ça va être nos sujets abordent souvent le thème homme et biodiversité, parce que maintenant c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Et ensuite, dans la manière de filmer, c'était quoi la question? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans la manière de filmer par rapport, on va dire, à la tradition du reportage animalier? Comme vous êtes la nouvelle génération, un petit peu la nouvelle vague, vous allez apporter une alternative différente. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Mais en fait, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que dans les documentaires animaliers classiques, souvent, on rentre vraiment dans l'intimité des animaux, mais vraiment très, très intime. On va dans la tanière, on va filmer quand l'ours dort avec ses petits, on va filmer un accouchement. Ça, si on veut pas déranger l'animal et qu'on veut un animal sauvage, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déranger déjà le moins possible les animaux, surtout qu'en plus, ils seront en période où voilà, il y aura des petits, donc déjà la femelle sera plus agressive, il faudra faire très attention. Donc on n'aura pas d'image à l'intérieur de la grotte de l'ours, par exemple.
Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pas déranger les espèces Et filmer de l'animal et sauvage. filmer de l'animal sauvage. La différence, par exemple, pour comparer un petit peu votre projet aussi avec un très célèbre film sur l'ours qui était de Jean-Jacques Hano, eux, ils étaient dans la docu-fiction, c'est-à-dire c'était des ours qui venaient des zoos, c'était des mises en scène avec des professionnels qui travaillaient avec les animaux qui étaient des animaux non pas sauvages mais dressés. Vous, finalement, ce que vous amenez, c'est cette remise en avant, cette remise en image de l'animal sauvage et presque complètement dans son environnement naturel avec un grand respect. Donc c'est pas cette manière intrusive comme tu disais Camille, du reporter qui va chercher son image, le reporter spectacle comme on voit dans d'autres domaines. Vous revenez avec plus de recul finalement. C'est ça, et c'est ça un peu le défi aussi, parce que les gens étaient habitués à avoir vraiment du spectaculaire, de voir les animaux de très très près, et maintenant c'est de réussir à les intéresser à autre chose. Toujours en gardant ce côté esthétique, forcément. Voilà, bien sûr. Nous, on recherche aussi à faire des images qui sont belles, mais des images qui restent sauvages. Et donc, ce qui inclut beaucoup plus de temps à passer sur le terrain. Et puis après, le côté humain qui est super important. Et donc, c'est aussi beaucoup de temps à passer avec les personnes pour avoir filmé la réalité finalement, avoir des interviews sincères et où la réflexion est un peu plus poussée. Oui, donc en fait, il y a aussi un travail dans la prospection des gens que vous allez interviewer qui vont finalement être un petit peu aussi dans cette vision éthique et écologique par rapport à l'animal, ou est-ce que vous élargissez aussi à des personnes qui sont plutôt contre les ours ou leur protection? Pour l'instant, on reste sur le côté positif. Vu qu'on doit faire 52 minutes pour que ça rentre un peu dans le cadre de la télé. Pour l'instant, on reste dans le positif. Après, ça dépend si des rencontres qu'on va faire, parce qu'aussi c'est un documentaire, c'est toujours de l'imprévu. Donc ça dépend aussi des rencontres qu'on va faire. C'est une personne qui est même qui est contre la réintroduction de l'ours, mais qui a un discours intéressant, qui pourra apporter quelque chose et une autre vision. On l'envisagera. Ben, on n'est pas tout de côté. Voilà, puis chaque personnage va apporter un aspect différent à la problématique et au sujet. Vous avez déjà quels intervenants pour les reportages? On a un éleveur slovène qui a ce côté très positif, donc utilise des barrières électriques, a des chiens de protection et garde ce côté un petit peu ancestral de l'élevage. Donc lui va nous parler vraiment de la problématique de l'ours et de la présence de l'ours, de la cohabitation de l'ours entre éleveurs et slovènes. Ensuite, on va avoir un bûcheron, parce que la sylviculture est très importante en Slovénie, mais elle est faite avec beaucoup de respect. Donc, et bien sûr, un bûcheron va avoir des rencontres avec des ours dans son milieu de travail. Oui, parce que lui, il est au cœur de la forêt, encore plus que l'éleveur qui est en périphérie, finalement, qui est dans des milieux beaucoup plus ouverts. Le bûcheron, lui, il est carrément dans la forêt. C'est ça. Donc lui va nous parler de ses expériences, ses rencontres avec l'ours, mais aussi de son travail qui est fait en respect avec la nature. Donc en fait, il y a toujours dans les rencontres que vous avez choisies ce fil conducteur positif à la fois entre l'activité de la personne qui exerce son métier et en même temps son contact positif avec l'ours. C'est vraiment votre fil conducteur. D'accord. Et les autres intervenants, vous avez? Oui, il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a aussi un chasseur, parce qu'en Slovénie, l'ours est chassé. Ils ont un quota. Ça peut être un aspect négatif. Donc voilà, on ne va pas rester vraiment sur l'utopique. Chaque personne aura son propre point de vue, leur propre point de vue, et donc ça peut avoir des côtés positifs comme des côtés négatifs. Donc la chasse, c'est quand même un revenu en Slovénie. Donc du coup, ce chasseur va pouvoir nous expliquer pourquoi. Voilà. Parce qu'il a peut-être une pratique de chasse particulière, peut-être que voilà, il y a un quota, un petit peu comme il y avait à un moment donné pour les sangliers, etc. Et puis l'espèce est peut-être moins en danger que chez nous.
Donc, c'est Voilà. intéressant. Et ça rapporte une certaine économie. D'accord, oui, il y a quand même une motivation économique derrière cette chasse. Après, on a aussi une artiste. Une artiste peintre et sculpteuse. Oui, sculptrice. Voilà, une artiste peintre et sculptrice. Elle, ça va être plus le côté philosophie. Donc, là, justement, le rapport homme-nature. Un peu poétique. Ouais. Ce rapport qu'on a depuis toujours avec la nature, qu'elle souhaite garder, elle, à notre époque. D'accord. Puis ça va un peu sur la ligne directrice que vous aviez d'apporter aussi cette patte artistique, d'avoir aussi de belles images et pas juste du docu animalier descriptif. En fait, là, vous gardez la dimension vraiment artistique aussi de la nature. Voilà, ça c'est pour nos intervenants slovènes. Après, pour les Français, on a donc aussi un agriculteur, évidemment, ce dont on parlait tout à l'heure. Un éleveur qui essaye d'agir pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, dans les Pyrénées, lui, celui-ci. C'est dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. On va aussi avoir un trappeur, un ancien trappeur. Dans les Pyrénées, qui va lui nous parler du côté un peu comme lui voyait les Pyrénées avant qu'il y ait tous ces problèmes, lorsque l'ours était présent, donc un peu dans sa jeunesse, quand son métier de trappeur existait encore, finalement. Donc ça va être un peu une dimension historique aussi à l'histoire de l'ours. C'est ça. Ce petit côté nostalgique face à ces quelques années où cette biodiversité a tant changé, finalement. Et là, on est en train de se dire pourquoi pas un chercheur aussi. Oui, peut-être tout au long du documentaire, avoir un peu plus d'informations sur l'ours aussi. Donc, parce que toutes ces personnes que l'on va interviewer vont aborder un côté de la réintroduction, de la nature, l'environnement, etc. Mais pour avoir plus d'informations sur l'ours, pour comprendre un petit peu sa nature, ses modes de fonctionnement, son mode de recherche de nourriture, un chercheur qui explique un peu plus en détail la vie de l'ours. Moraš živeti. Narava ti da marsikaj tega narava. Kar morda se ne zavedaš, kaj ti da. Z medvedi moraš pa tudi so del našega življenja. Ne? Otrokom v bistvu jih ne ostrašimo, da je to medved nekaj pav, da ne smeš ga izzivati, ne smeš ga, da boš zdaj k njemu, ampak ga pustiš, da gre svojo pot, da se umakneš. To živimo z njim, no.
Vous allez écrire et modeler un petit peu votre histoire en fonction de ce que vous allez apprendre. Vous faites aussi de la recherche, finalement, puisque vous allez chercher des infos. Finalement, ce documentaire, c'est une quête, c'est apprendre un peu plus sur l'ours, comprendre pourquoi ça fonctionne dans certains pays et non dans d'autres. Donc, ça reste une enquête. Et oui. Voilà, mais ça, est-ce que, par exemple, par rapport à la façon de faire des reportages animaliers traditionnels, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que ça a toujours été le cas dans les reportages? Alors, il y a plusieurs styles de reportage. Donc, nous, on se mettrait plus dans le côté reportage de réalité. Donc, bien sûr, dans l'écriture, on est obligé de penser et d'imaginer ce que va être la réalité. Mais ce qu'on va avoir en face de nous, il peut y avoir des changements. Et nous, après, au montage et durant tout le tournage, on va devoir faire avec. C'est ça. Et améliorer, un petit peu changer le scénario et justement en apprendre de plus en plus dans cette enquête. D'accord. Et ça, c'est ce que vous aimez sur le terrain quand vous partez en expédition, c'est ça? Oui, c'est l'aventure. Tu veux rencontrer des gens aussi, c'est ça qui est agréable, d'échanger, puis de créer des liens, parce que c'est vrai que les personnes qu'on va interviewer, on va pas juste venir les voir une fois et faire l'interview et partir, on va rester plusieurs jours, discuter avec eux, essayer de comprendre comment ils vivent, et puis là, justement, repenser les questions qu'on voulait poser, parce que évidemment, les questions ont changé en fonction des personnes qu'on va rencontrer, donc ce ne sera pas des questions préfaites, et c'est ça aussi qui est chouette. Oui, à tout moment, ça peut un peu bouleverser les idées qu'on avait sur le sujet, en fonction de ces interviews. D'accord, bon, c'est chouette. Oui, c'est vraiment écrire en fonction de ce que vous allez vivre, et puis c'est assez décentré finalement. Vous allez baigner dans l'univers, que ce soit celui des animaux, de l'ours, l'univers professionnel et l'univers des gens dans ce qu'ils vivent aussi localement. Donc ça, c'est assez beau aussi de plonger dans l'univers des uns et des autres pour le mettre en scène finalement. Donc c'est chouette. Oui, c'est ça qui est bien dans ce métier. D'accord. Ok, très bien. Donc du coup, vous revenez de Paris, c'est ça? C'est ça, oui. On avait quelques rendez-vous avec des boîtes de production qu'on avait contactées. Et c'est plutôt positif. C'était plutôt positif, bon, ça c'est chouette. Ils sont très intéressés par le sujet, donc ça c'est une bonne chose. Et maintenant, il faut trouver des diffuseurs, c'est ça le truc. Parce que pour l'instant, vous êtes en total autofinancement et autoproduction, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. D'où le KissKiss. Donc c'est le projet sur KissKiss. On a 5 KissKissBackman pour avoir un petit début qui va nous permettre de repartir. Ouais. De faire des images un petit peu spéciales, donc on a un petit peu besoin de ce financement pour engager le projet, le vrai tournage. D'accord, parce que là vous avez tourné combien de temps à peu près? En tout, on est parti 3 semaines en Slovénie, ce qui nous a permis d'avoir 2 semaines en août-septembre, ce qui nous a permis de faire les quelques images animalières pour réaliser le teaser. Et ensuite 1 semaine en février parce qu'il y avait ce carnaval assez spécial dans la région de Ptuj, en Slovénie. Et là, c'était pour mettre un petit peu le côté folklore, le petit côté humain. Super. Et puis du coup, là, moi, je voulais aussi parler de votre initiative à vous en tant que nouveau reporter. Pour toutes les personnes qui ont envie, comme vous, de partir dans d'autres productions, que ce soit animalier ou autre, vraiment sur un plan large, quels seraient vos conseils aujourd'hui? Quel témoignage vous pourrez faire sur ce qui est facile et sur les obstacles à réaliser de l'autoproduction? Pas mal d'obstacles dans l'autoproduction parce que un documentaire c'est du temps et donc ça coûte de l'argent pour les déplacements, pour le matériel. Donc c'est finalement quand même le plus dur, le numéro 1 de difficulté. Ça, avoir le matériel qu'il faut, assez de matériel pour pouvoir faire quelque chose de bien. Parce qu'il faut beaucoup de choses au final. D'accord. Et vous, comment vous avez pu répondre à cette problématique-là, justement? De temps, de matériel
C'est petit à petit, Oui, petit voilà. à petit. Hein. Déjà, lorsqu'on était il y a quelques années dans notre école de réalisation de documentaire, on a commencé à acquérir un petit peu de matériel, chacun de son côté. On s'est équipé au fur et à mesure. Petit à petit, au fil des années, voilà, en travaillant, parce qu'on du coup, on fait de l'audiovisuel en dehors du documentaire aussi. Ça nous a permis d'acquérir encore d'autres matériaux. Ouais. Et puis l'avantage, c'est que comme on est deux, là, on se complète niveau matériel. Donc on n'a pas besoin d'avoir tout en double. Et ça, c'est déjà pratique. Donc l'avantage de travailler avec une production, c'est qu'il y a du matériel à disposition, il y a des financements pour pouvoir partir. Et l'avantage d'être en autoproduction, c'est d'être en autonomie et de pouvoir garder son sujet intact. D'être libre, voilà, c'est ça aussi. C'est la liberté de nos sujets, la liberté de nos déplacements, la liberté de... Vous avez la liberté de créer, en fait, finalement, votre reportage sans avoir une direction, on va dire, parce que vous êtes assez porté sur justement quelque chose d'éthique, avec un message, et que vous laissez avec une certaine flexibilité, même une souplesse, puisque d'un point de vue temps, vous avez accordé du temps, vous avez commencé l'année dernière, vous continuez aujourd'hui, vous envisagez éventuellement de le prolonger, etc. Alors que quand vous êtes contraint, entre guillemets, par une production, vous avez une contrainte aussi de rentabilité et de timing. C'est ça? C'est ça, le timing, ouais. Donc vous, c'est vraiment un choix de partir en autoproduction. Non, pas vraiment. C'était un choix, c'était une envie au début, et puis c'est vrai que... Parce que des productions laissent tout autant de liberté aussi, si on part sur de petites productions. Là, oui, voilà, on sera en partenariat avec des petites boîtes de production qui sont assez souples, qui nous conviennent bien. Voilà, c'est assez souple. Ils nous laisseraient la liberté de partir, de prendre le temps de faire nos images et de nous aider aussi. D'accord, donc là c'est pareil, on peut plus caricaturer aujourd'hui soit l'autofinancement, l'autoproduction pure et brute, soit les grandes prods. Il existe aujourd'hui beaucoup plus d'alternatives. Ça s'est démocratisé un peu, c'est ça finalement. C'est ça, oui. Après, il faut répondre bien sûr à une charte lorsqu'on veut télédiffuser un film. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même des chaînes qui sont très libres là-dessus, autant sur le format que sur le thème, sur l'idée. Donc voilà, on peut très bien travailler avec une boîte de production tout en gardant les mêmes libertés. D'accord. Okay. Donc vous encourageriez d'autres personnes également à se lancer dans l'autoproduction, le reportage de films? Ah, tout à fait. Pour vous, c'est une expérience positive et vous allez reproduire? Oui, bien sûr. J'espère faire ça toute ma vie parce que c'est une passion, mais ça aussi permettre de partager ses idées et d'essayer de faire un peu bouger les choses à notre niveau. Ouais. D'accord. Et toi, Camille, comment tu vivrais ton métier? Comment tu en parlerais? Moi, ce qui me plaît, c'est c'est ça, c'est la liberté de pouvoir être. Moi, ce que j'aime, c'est surtout être sur le terrain. Donc, d'avoir cette relation avec la nature, parce qu'on se retrouve des fois des semaines dehors à attendre qu'un animal passe. Et oui, c'est cette relation avec la nature, cette relation avec les gens qui moi, me plaît énormément. Et cette liberté aussi après de pouvoir essayer de diffuser à un maximum de monde. Oui, voilà, c'est ça, comme tu dis, c'est de pouvoir montrer tout ça aux gens. Voilà, moi, c'est ça qui me plaît. C'est de leur montrer notre vision des choses et montrer que c'est possible aussi de faire avancer les choses, que ça peut marcher. Moi, c'est ça qui me plaît. Et il y a le côté créatif aussi qui est quand même intéressant. Oui. C'est faire des images, la recherche esthétique, avoir des plans originaux. Essayer donc déjà dans cet aspect-là faire quelque chose de beau. Et puis après il y a tout ce qui est création au niveau du montage. Oui, c'est ça. Créer un film de A à Z, c'est génial, quoi. Ça prend du temps. On s'arrache les cheveux à certains moments. On s'engueule. Mais voilà, si on est content de son travail après, c'est génial, quoi. Il y a tellement de possibilités. Un sujet permet tellement de films différents que c'est... Oui, donc en fait, vous êtes aussi multifonction, multitâche, vous avez plusieurs casquettes et vous faites de l'image. Qu'est-ce que vous faites en fait pour votre film? Donc on a fait l'écriture, donc scénario. Ensuite, donc il y a réalisation. La réalisation, on est caméraman aussi. On va également prendre le son. Preneur de son, monteur. Et monteur. Voilà. Et on fait un peu tout, mais c'est ça aussi, c'est ce qu'on nous a appris dans l'école qu'on a fait, c'est que on nous a appris à toucher à tout.
Et du coup, ça nous permet de vraiment savoir tout faire de A à Z et c'est très confortable. On n'a pas à passer par d'autres personnes. Enfin, c'est bien aussi de passer par d'autres personnes pour avoir un autre avis, mais c'est une liberté aussi pour nous de pouvoir vraiment faire ce qu'on a envie et d'aller jusqu'au bout des choses, vraiment. Oui, voilà, vous avez l'impression de pouvoir aller jusqu'au bout des choses et puis aussi de garder une vision assez holistique de votre projet. C'est ça. Donc aujourd'hui, on peut faire un projet, un reportage en étant simplement deux. Aujourd'hui, c'est possible de se lancer et pas d'avoir une énorme équipe, un énorme budget avec une énorme prod. C'est un peu ça votre message positif finalement. Oui, c'est ça. C'est tout à fait possible de faire des projets avec moins de moyens, moins de budget extraordinaire. Et je pense d'une bonne qualité, aussi bien dans l'image que dans la réalisation. Voilà, il faut un travail de terrain. Ça prend peut-être plus de temps que si on était une vingtaine à filmer, mais c'est possible. Voilà. D'accord. Donc, vous, en travaillant à deux, puisqu'aujourd'hui vous êtes à deux derrière la caméra, sur le terrain et aussi dans la vie, est-ce que pour vous c'est un avantage? Comment vous parleriez de cette situation-là? Oui, c'est super parce qu'on arrive à se compléter. Du coup, chacun a son caractère, a sa vision différente. Et du coup, on arrive à ne pas se disputer aussi bien. Pas trop. C'est le montage le plus difficile à deux, mais ça va. Chacun apporte un côté différent. Et ça se complète pas mal, je trouve. Oui. Et puis c'est rassurant aussi d'être deux comme ça parce que voilà, on se soutient aussi. Quand il y en a un qui commence à douter, l'autre le rassure et vice-versa. Oui, parce qu'il y a souvent des hauts débats. On est tout le temps en train de se remettre en question, aussi bien sur le sujet. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de financement pour pouvoir partir? Et donc, ça permet de se soutenir l'un l'autre. Ouais. Oui, ça c'est beau. C'est important finalement de pouvoir s'associer avec quelqu'un de confiance. Donc, peut-être aussi dans le message positif qu'on peut donner, c'est voilà, si vous avez envie de faire un reportage seul, c'est possible, mais essayez de vous associer avec quelqu'un de confiance. Ça peut être de la famille, ça peut être un conjoint ou une conjointe, ça peut être un ami. Là, finalement, c'est positif de s'associer avec quelqu'un. Ça permet de se contredire et du coup d'évoluer. Oui, à la fois finalement de se contredire et pas être tout seul dans son truc, et puis en même temps là de se soutenir quand ça va pas, tout ça. Dire quand il faut arrêter. Parce que quand on change pendant des mois sur le même sujet, en étant seul, je pense qu'on peut devenir fou et faire quelque chose qui est finalement pas réellement ce qu'on recherche, on n'a pas assez de recul. Et là, en étant deux, on peut l'un l'autre avoir plus de recul. C'est ça, quand il y en a un qui bloque, l'autre prend le relais et puis on arrive à trouver la petite chose qui permet de faire que ça marche. Ok, bon, bah, c'est chouette. Et du coup, donc là, après, donc, vous avez lancé un projet participatif sur Kiss Kiss Bang Bang. Donc, si vous voulez qu'on en parle un petit peu. Avec plaisir. Donc ce projet, c'est déjà pour nous permettre de repartir. Parce que pour l'instant, donc en fonction des dates de tournage et des rencontres que l'on a fait avec des boîtes de production, c'était un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'on commence sur une autoproduction, avec nos propres moyens. C'est ça. Donc ce Kiss Kiss va nous permettre de repartir là-bas. Et on aimerait aussi que ça puisse nous permettre d'avoir un peu plus un matériel. Un peu plus de matériel. Parce que pour filmer les ours, il nous faudrait du matériel pour filmer tard le soir. Parce qu'ils sortent souvent la nuit, évidemment parce qu'ils ont peur des hommes. Donc, et quand la lumière se fait basse, les caméras qu'on a, même si elles sont puissantes, elles supportent pas
il faut plus de lumière. Donc voilà, donc il nous faudrait une caméra pour filmer le soir. Je sais pas si je me suis très bien expliquée. C'est très bien, oui. D'accord. Donc là, c'est pour voilà, vous permettre de financer un nouveau déplacement là-bas. Donc acheter du matériel, visiblement, très spécialisé pour ces prises de vue nocturnes. Voilà, aussi pour payer un guide, parce qu'il va falloir aller dans différents endroits, les guides là-bas, ils connaissent vraiment des endroits précis où il y a les ours, et aussi les miradors, parce que là-bas, enfin, les miradors et Oui, d'observation. bien qu'on va certainement construire nos propres affûts. Certains chasseurs vont nous prêter les leurs. Je pense que dans certains lieux, ça reste, il y a un petit peu de tourisme sur l'ours au niveau des photos et de la vidéo. Donc il va falloir payer aussi certains miradors. D'accord. Ok. Pour le public, oui, c'est un documentaire, donc pas simplement sur l'ours, pas simplement sur la réintroduction de l'ours. Donc ça reste un projet tout public. C'est un projet sur la biodiversité, sur l'homme, sur l'envie de retrouver... de faire bouger les choses, de retrouver la nature telle qu'elle était avant. De vivre avec son environnement. Donc c'est un sujet qui touche toutes les personnes finalement. Et ça va être un sujet aussi très esthétique. Voilà. Et puis aussi pour que l'ours disparaisse pas de France, pour que les enfants puissent encore connaître ce que c'est un ours. Voilà, c'est aussi pour les générations futures qu'on fait ce documentaire, histoire que voilà, les enfants, qu'on arrête de craindre les animaux sauvages qui ne sont pas si méchants que ça. Ouais, essayer de faire une éducation ou de vulgariser un petit peu ce côté écologique de la chose, quoi. Comprendre que on est tous faits pour cohabiter, hommes et animaux. D'accord, bon, bah, je pense que sur ça, le message passera, parce qu'on voit que ça vous habite vraiment, donc je suis sûre que ça transparaîtra. Et puis après, sur le plan purement pragmatique et presque économique, finalement, aujourd'hui, de quoi vous avez besoin pour qu'on puisse vous soutenir? Parce qu'on peut vous soutenir de différentes manières, j'imagine. Oui, donc bien sûr, on a besoin de ces financements pour pouvoir donc repartir, comme on a dit, et continuer sur ce projet. Mais on a besoin aussi de beaucoup de soutien, beaucoup de partage, que ça soit un peu plus connu pour que le sujet prenne plus d'ampleur. Et justement, quand je parle de vulgariser, ben, c'est que ça soit accessible à tout le monde et que tout le monde ait envie de croire à ce projet de documentaire, mais aussi à ce projet de réintroduction et du coup à ce projet de cohabitation avec le monde animal et l'environnement. C'est ça, plus de personnes en parleront, plus bah, justement des chaînes de télé seront intéressées pour le diffuser à plus grande échelle. Et puis voilà, moi je pense qu'après, le métier de documentariste, c'est aussi travailler après le documentaire et vraiment d'aller à l'encontre du public pour faire des ciné-conférences, des débats autour de ce film. C'est de toucher tout le monde. Et là, il y a quelques personnes en Slovénie qui sont intéressées par notre sujet et qui vont essayer de faire parler de ça aussi en Slovénie. Donc, ça montre un peu leur pays, ça montre la biodiversité qu'il y a chez eux. Puis, il n'y a pas beaucoup de documentaires encore sur la Slovénie. Donc voilà, si ça peut bouger dans les deux pays, c'est bien. Oui, c'est un projet finalement franco-slovène, c'est atypique aussi. C'est ça. Oui, très peu de personnes savent en fait placer la Slovénie sur la carte. Oui. Donc en fait là il y a la France, ensuite il y a l'Italie et après c'est la Slovénie, donc c'est très rapide. C'est juste à côté. Et c'est un très beau pays, tout petit. Et c'est magnifique, vraiment il y a des paysages somptueux. Les rivières sont de turquoise incroyable. Puis c'est s'engager sur cette thématique finalement. Oui, sur une thématique mentale. Qui porte finalement toute la thématique de la biodiversité, au-delà même des polémiques sur écologique ou pas écologique. Peu importe l'orientation finalement des uns et des autres, la biodiversité parle à tout le monde et touche tout le monde. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. D'accord. Et est-ce que vous avez
un investisseur qui a déjà investi vraiment des sommes conséquentes dans votre projet, qui vous permet aujourd'hui d'avoir cette liberté de partir justement en Slovénie, ou est-ce qu'aujourd'hui ça reste ouvert? Ça reste ouvert, oui. Pour l'instant, mon principal investisseur à moi, c'est mon père. D'accord. Qui aide beaucoup. Mais non, des gros investisseurs. Grâce à d'autres projets, des films institutionnels, des films un peu plus, sur l'entreprise, on a réussi à avoir un peu d'argent. Pour pouvoir partir. Voilà. Donc pour l'instant, ça reste autofinancé. Donc c'est pour ça qu'on attend toujours des financements venus de l'extérieur et un peu plus importants. D'accord. Si vous voulez rajouter quelque chose, je vous laisse le mot de la fin, Camille et Jonathan. Ours. Non, mais, merci à tous ceux qui vont nous soutenir, qui nous ont déjà soutenus. Voilà. Et on espère de tout cœur que ce projet fonctionne et perdure dans le temps. Voilà, on espère qu'il sortira, mais il sortira. Okay, super. Je vous le souhaite. Bon, merci à tous les deux. Et puis, merci à toi de nous avoir permis de faire cette petite interview, super. Est-ce que vous auriez une dernière petite anecdote chacun à nous faire partager sur ce que vous avez déjà vécu pour le reportage? Spécifiquement pour l'ours ou ou dans votre expérience ou sur le terrain, la nature, ce que vous voulez, ce qui vous vient à l'esprit? Une petite anecdote. C'est peut-être les 4 jours qu'on a passés en Slovénie, dans un affût minuscule en bois. Oh là là. Moi, je fais 1m90 et donc j'avais pendant 4 jours les genoux pliés à dormir à deux sur une banquette de 30 cm de large. C'est vrai que ça, c'était pas facile. Hein. Et donc, finalement, lorsqu'on commence le soir, pendant 2 heures, on ne se parle plus, on évite le moindre mouvement, etc. Et donc, quand on commence à entendre des bruits de pas, de l'herbe qui craque, le souffle de l'animal qui arrive et que finalement on voit cette bête en face de nous, je pense que c'est un moment assez impressionnant. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les moments d'affût, c'est les fous rires. Parce que des fois, on attend tellement quelque chose que, on se regarde et puis on commence à rire parce qu'on sait qu'il faut pas faire de bruit, mais on peut pas s'en empêcher. C'est terrible. Moi, ça, j'adore aussi la rue. Mais bon, c'est pas conseillé. Galérer et prendre du plaisir à avoir ces difficultés-là. Ouais. C'est un super mot de la fin, je trouve. Tu m'expliques au talkie-walkie ce que tu fais? J'ai fait un travelling histoire de voir les stries qu'on voit sur le haut des champignons. Au boulot. Là, nous allons faire une séance de sport de gainage. Bras, les dorsaux, les abdominaux et les cuisses qui vont travailler, non en même temps mais progressivement.